Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur la chaîne du Liège Game Lab pour la première séance de ce qui va être un rendez-vous qu'on espère mensuel, un séminaire d'histoire au pluriel des jeux vidéo en Belgique, avec pour objectif principal de documenter et de rassembler le maximum de témoignages sur cette histoire du jeu vidéo qui s'est faite en Belgique, à partir d'interviews d'acteurs et d'actrices de l'époque et contemporains. Et donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Geoffrey Legrand, qui travaille chez Sony. Je vais le laisser se présenter en quelques mots. Donc voilà, je m'appelle Geoffrey Legrand. Je travaille pour le moment en tant que producer chez Sony Deep Sensing Solutions, qui n'est plus du tout dans le jeu vidéo maintenant. J'ai quitté le jeu vidéo il y a plus ou moins 7 ans. En gros, pour donner un petit peu ce que c'est, Sony Deep Sensing Solutions, c'est un centre de R&D sur tout ce qui est perception de senseurs qui sont capables de percevoir la distance, qui est ici en Belgique. À l'intérieur de ça, moi, je travaille dans le X-Lab, qui est une petite équipe de 5 personnes, avec pas mal de gens qui viennent du jeu vidéo, des artistes et des programmeurs, qui font des démos pour évangéliser un petit peu cette technologie qui a été utilisée, entre autres, pour du jeu vidéo, on verra. Et mon job plus particulièrement, en tant que producer, c'est du suivi de projet, du design, présenter les démos aux clients potentiels, etc. Voilà. Mais c'est vraiment de la conception, de l'inception des idées à leur réalisation et à leur démonstration sur des traits de choses. En fait, ça va être une séance qui va être fortement consacrée au motion gaming, parce que c'est finalement ta spécialité qui t'a permis aussi quelque part de sortir cette techno du jeu vidéo pour aller sur d'autres industries. Mais avant de parler vraiment du motion gaming, je me dis que ce serait intéressant de revenir sur ta trajectoire qui t'a mené depuis ta passion première du jeu vidéo. On va pas faire semblant qu'on se connaît pas, on se connaît depuis on a 10 ans. Donc, 10 ans, on est des vieilles connaissances. Voilà, ça a toujours occupé tes loisirs. Tu as décidé rapidement de t'orienter professionnellement vers là. Est-ce que tu peux revenir un peu sur les jalons qui t'ont permis d'aboutir finalement à ce dont tu rêvais quand tu étais plus jeune? Alors, donc oui, j'ai très tôt tombé dans la marmite, on va dire The Legend of Zelda et Nintendo en grand, avec tous les jeux d'aventure, avec une pratique du jeu vidéo assidue plutôt jeu solo, narratif, narration, et assez vite se passionner pour qu'est-ce que le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est ce médium, qu'est-ce qu'il peut faire. Et donc dès le secondaire, je m'oriente plutôt vers tout ce qui va être mathématiques pour préparer simplement ce que je pensais naïvement être le truc pour rentrer dans le jeu vidéo, la programmation. C'est ça, le développement. Ouais. Voilà, le développement, etc. Et après une première année en graduat de technologie de l'informatique, vraiment à rentrer dans la programmation, ça, je me rends compte que c'est pas en fait cette voie-là qui va t'intéresser. C'est pas cette voie-là. Et au hasard, entre guillemets, des réorientations et des discussions, je découvre la licence en information et communication, art audiovisuel et cinéma à l'Université de Liège. Donc un pur produit du local. Voilà, pas très loin de l'alma mater. Et où je pars vraiment plutôt vers la réalisation, tout ce qui est le côté cinéma, j'embrasse. Et je reviens aux jeux vidéo, entre guillemets, parce que l'opportunité... Tu fais sans doute un des premiers mémoires sur le jeu vidéo ici à l'Université de Liège. Est-ce que juste évoquer le sujet Alors la discussion a démarré avec monsieur le professeur Mélon, qui était un professeur de cinéma, qui avait déjà eu un premier mémoire sur Myst qui a quelques années auparavant. Et en gros, c'était sur une de ses intuitions, c'était la fantasmagorie de Robertson avait donc qui est un spectacle de la préhistoire du cinéma, avait des éléments esthétiques qui étaient similaires aux jeux vidéo dans les années 90, avec les sprites, avec des surgissements, etc. Et c'était donc un mémoire qui s'attachait normalement à replier ces deux esthétiques l'une sur l'autre et qui a fini par être plus une ontologie du jeu vidéo, essayer de dire la légitimité, pourquoi est-ce que le jeu vidéo est légitime comme sujet d'étude, etc. On est vraiment à un moment donné où en francophonie, il n'y a rien. Références. Moi, je ne me plonge pas du tout dans tout ce qui est anglophone, etc. À ce moment-là, à tort, pour découvrir les choses. Et donc, ça devient plutôt un cadastre de qu'est-ce que c'est le jeu vidéo, une ontologie, qu'est-ce que ça peut être. Et donc là, on est en 2004. En 2004.
et tu rêves toujours d'entrer dans cette industrie avec cette licence. Comment est-ce que tu vas faire ton premier pas vers l'industrie? Qu'est-ce qui va te permettre finalement d'aller frapper aux bonnes portes? Tout ce qui va concevoir l'origine, c'est simplement avec des amis, parce que des connaissances qui étaient illustrateurs, BD, etc., donc qui ont des savoir-faire au niveau artistique. On se donne comme idée, on va essayer de construire, entre guillemets, de lancer notre propre studio, notre propre truc. Et c'est une époque où tu as le web, tu commences à avoir des jeux flash, des trucs comme ça. Donc, c'est d'abord dans la cave avec des amis, entre guillemets, qu'on commence à concevoir un design de jeu, comment est-ce qu'on va dire ça, donc, de jeu de gestion. En même temps, au fil en aiguille, on tombe avec un mec qui est programmeur, qui a développé son propre engine et qui essaye de lancer, qui s'appelle Christophe Hermans. Voilà. Qu'on va recevoir aussi voilà, un peu de spoil pour la suite. Voilà. Et qui du coup était aussi voulait créer un studio. Donc là, c'était plutôt du RPG. Donc voilà, ça a été un peu butiné à gauche, à droite des initiatives où on essaie de créer une société, créer un truc. Donc, je suis plutôt du côté à ce moment-là. Recherche de financement, design, des jeux, aider à la conception. C'est plein de petites choses comme ça. Je vais même faire à un moment donné de travailler à la promotion de la Nintendo DS en tant que simplement être dans les grands magasins et leur faire essayer aux gens. Voilà. C'est ça. Donc tout était bon pour essayer d'y rester. Okay. Et puis finalement, il y a quand même une porte qui s'ouvre. Comment est-ce que ça se passe? Donc des playtests, si j'ai bien compris. Donc, suite à la connaissance de Christophe qui va être engagé, va travailler dans un studio qui s'appelle Zoer Entertainment ici à Charleroi, je suis mis en contact quand il cherche des playtesters pour un des jeux qui est en développement qui s'appelle David Douillet Judo, donc qui est un jeu de judo fait par Big Ben, qui était très particulier au niveau du gameplay à l'époque. Ils ont cherché des playtesters. Tu t'es proposé. J'ai été participer, faire des retours, et un an plus tard, quand il cherche entre guillemets des game designers pour venir renforcer les équipes sur le jeu sur lequel ils sont en train de travailler, donc qui s'appelle à l'époque Totems et qui est sur Xbox 360, qui est une volonté de triple A, on va dire, de l'époque. Ils envoient à tous les playtesters simplement l'offre d'emploi et on peut le regarder. On peut le regarder pendant qu'il passe. Et donc quel est ton rôle sur ce jeu au départ? Donc mon arrivée dedans, c'est vraiment ils ont besoin en fait de personnes qui vont implémenter tout le système de mouvement, donc tout le déplacement de l'avatar. Donc c'est un jeu, on va dire à la Assassin's Creed avec du parcours. Donc on est avant qu'Assassin's Creed ne sorte réellement. C'est des choses qui se sont faites un peu en parallèle. Et quand j'arrive, en fait, il y a tout un tas d'animations du personnage qui sont déjà réalisées et il faut les intégrer dans le moteur de jeu pour pouvoir mettre les inputs, donner les conditions, etc. Et c'était quelque chose d'assez particulier parce que c'était plutôt que d'avoir des animations qui se lançaient dictées uniquement par les inputs, c'est aussi tout l'environnement. Parce que voilà, comme c'est énormément d'actions avec le décor, mais il fallait renseigner au système pour qu'il puisse dire tu peux triggerer cette animation-là si tu as un petit muret, si tu as ceci, si tu as cela. Et ça donnait en fait, tout le but était de donner une conscience, une idée de conscience du caractère de son environnement. Donc tu as un rôle entre le développement et les artistes. Tu sers un peu de liant, de game designer. En gros là c'est vraiment du game design. Donc ça va être d'abord du game design technique qui va vraiment être l'implémentation dans le moteur, le tweaking des inputs, toutes les tolérances, etc. À un moment donné, donc on est dans une équipe là, à ce moment-là de plusieurs game designers. En fait, il y a Bruno Urbain qui font Draft Fishing Cactus, entre autres, avec qui je travaillais vraiment. On était responsable du mouvement. Il y avait aussi alors, qu'est-ce que l'on peut faire d'intéressant? Designer les mouvements, donc faire les fiches, les donner aux animateurs pour qu'ils les réalisent, tester, playtester, ce qui ne fonctionne pas, retoucher. Je me suis occupé à ce moment-là aussi de tout l'outsourcing aussi de ces animations parce que on avait 4 animateurs en interne. C'était une équipe de 50 personnes plus ou moins.
Ah oui, déjà une belle équipe. Donc on est en 2007-2008 à ce moment-là. Donc m'occuper de faire les retours, de récupérer les animations, les intégrer, modifier. Donc il y a une partie et technique et design. Le design du jeu était collégial, donc c'est-à-dire que en dessous du creative director, Stéphane Burat, et des autres designers, on brainstormait les séquences, comment ici par exemple il y avait un game designer qui était plutôt responsable du combat, l'autre qui était plutôt responsable du level design. Mais si les implémentations étaient par personne, c'était toujours discuté collégialement. Je vais beaucoup dire dans tout ce qu'on fait. Mais c'est un on collectif. C'est toujours un on. Il n'y a pas une personne qui fait un jeu vidéo, on est toujours un maillon dans lequel on peut mettre de soi, mais c'est toujours quelque chose qui est collectif et qui vient du travail de tout le monde en même temps. Et donc le studio, ça rassemble déjà des talents qui ont pu s'exprimer sur des jeux antérieurs. On pense à Outcast par exemple, avec Apple. D'autres qui vont avoir une destinée dans le milieu du jeu vidéo, tu as cité Bruno Urbain, mais malgré tout, la sortie du jeu ne se fait pas. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et voir comment vous avez essayé de sauver finalement ce que vous aviez développé? Donc en gros, pour comment fonctionne la production de jeux vidéo la plupart du temps quand on est dans les AAA, on a un éditeur qui va posséder l'IP, qui va mettre l'argent, qui va financer les studios. Et les studios reçoivent cet argent par rapport à des milestones, des accomplissements de démos et de paliers de production qui évoluent. Et ici, ce qui s'est passé, c'est que le studio s'appelait Tentacle Studio, qui était Tentacle Studio Belgium, et Tentacle, c'était donc un éditeur qui a fait faillite en fait pendant la production de Totems, et ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve sans finances. Il y a eu une tentative, on peut lancer la vidéo de Urban Race peut-être. Donc, il y a eu une petite tentative avec le fond de roulement qui restait de modifier la technologie de Totems pour en faire un petit jeu multi qui serait passé sur qu'on aurait essayé de vendre à des MTV ou des trucs comme ça. Voilà, ça devient un jeu promotionnel. Pour montrer utiliser tous les assets qui étaient déjà disponibles, modifier un petit peu avec un cel shading, rajouter la partie réseau et tenter de le vendre tout simplement en tant que studio indépendant à un autre projet. Voilà, c'est très clairement un petit push de 2 mois pour essayer de réhabiller, de donner une autre identité et d'essayer d'amener un petit peu tout le gameplay multijoueur dessus. Et ça a pu exister ou finalement là aussi le compte à rebours était trop court. Ouais, voilà, et donc il y a la démo, il était jouable, il était fonctionnel, c'était vraiment du truc. Alors je voulais dire aussi, ces 2 jeux-là étaient avec un moteur propriétaire qui était le Neo Reality, qui était donc développé par Elseworld Entertainment, qui était un truc. C'est à une époque encore où Unity ou Unreal et ça ne sont pas encore communs, et le développement de jeux vidéo est encore très très fort, intimement lié au développement technologique en même temps. Oui, ça me paraît vraiment important de le souligner parce que j'y vois presque une spécificité du marché belge où il y a une bidouille très complémentaire entre l'expérimentation sur des machines et voir jusqu'où elles peuvent aller, et cette expérimentation se nourrit du hardware disponible et des middleware qui sont produits au fur et à mesure. Donc là, il me semble qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être gratté. Donc cette démo, elle existe quelque part? Non, ça. Il n'y a plus de. Je pense que c'est de la faillite de la société que les assets sont. Je ne sais pas si Yves, donc Yves Grolet, qui était donc le patron de Elseworld, avant ça d'Apple, qui avait travaillé sur Outcast et qui avait travaillé chez Ubi, etc. Je ne sais pas s'il a récupéré les fichiers et tout ça, je ne sais pas. Mais suite à voilà, on n'arrivera pas à finaliser, à concrétiser quelque chose, donc du fait la boîte fait faillite. Oui. Et si tu veux, je peux switcher sur ma suite. Oui, juste rappeler au chat que si vous avez des questions et si vous voulez relancer certains points, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je ne vais pas les prendre là maintenant parce que ce serait trop compliqué à gérer et qu'il faut faire une chose à la fois. En revanche, je reprendrai les questions du chat et même de la salle en fin de séance, une fois qu'on aura retracé un peu ton parcours, si vous voulez des éclairages spécifiques sur l'une ou l'autre mention dont il sera question. Et donc, après cette
semi-déception finalement autour de Elseworlds puis de Tentacle, tu vas rebondir du côté de Soft Kinetic. Est-ce que tu peux expliquer comment tu es passé de l'un à l'autre et ce qu'est Soft Kinetic finalement à l'époque? Donc, 2007, Soft Kinetic, c'est une start-up bruxelloise qui vient de l'ULB, qui a comme spécificité de développer un middleware pour toutes les caméras 3D. Les caméras 3D, c'est quoi? Ce sont des caméras qui, pour chaque pixel, une caméra RGB, une caméra couleur, on lit la couleur par pixel. Là, on sait lire la distance, on sait mesurer, ça c'est à 2 cm, ça c'est à 1 mètre, etc. Et, basé là-dessus, on sait faire facilement des détourages, on sait plus facilement isoler un être humain. Et leur spécificité, c'était d'avoir un middleware qui permettait de suivre le corps humain et de pouvoir interagir avec du software, avec des jeux, etc. La techno s'appelait ISU, pour Interface Issue. Et ils étaient à ce moment-là donc vraiment purement de la recherche, de la R&D. Et pour pouvoir ferrer entre guillemets des clients qui seraient acheteurs de la technologie, ils avaient besoin de réaliser des démos. Et dans le cadre c'était pour des set-top box françaises, donc des sociétés qui, à l'époque, c'était donc pour regarder la télé câblée, il fallait avoir une box spécifique. Des box spécifiques, un peu comme la Freebox, etc., ce qu'on entend en parler. Et l'idée, c'était d'avoir ce genre de technologie là-dessus. Et alors là, on est une petite partie de l'équipe d'Elseworlds. En fait, on était 5-6, avons été travailler chez eux pour réaliser ces 2 petites démos, un petit jeu de foot, une petite expérience de foot. Oui, c'est plus des expériences. C'est des expériences. Comprendre le gameplay de ça, j'ai pas d'images qui viennent de là, mais c'était simplement se tenir debout, mimer un coup de pied, en fait, ce que Kinect proposera. Voilà, c'est ça, c'était le mot qu'il fallait prononcer pour le rendre compréhensible complètement. Voilà, donc pour ce qui est Kinect, c'est exactement... donc, c'est une caméra 3D, c'est un type de caméra 3D, et Microsoft a développé quelque chose de très connexe à ce qu'on développait ici en Belgique à ce moment-là, qui permettait donc de reprendre le mouvement du personnage. Et suite à ces 2 petites démos on s'entend bien avec les gens de chez Soft Kinetic, et on se décide en fait avec eux à créer Soft Kinetic Studio, qui va être à ce moment-là, donc on est 4. Donc il y a Michael De Froyen qui était le art director sur Totems. Il y a Cyril Wagner qui était un des gars un des programmeurs aussi, des lead programmeurs là-bas. Raphaël Ernersten qui est un technical artist et moi qui nous lançons entre guillemets pour essayer de concrétiser une idée, parce que c'est ce qui est en train d'être diffusé pour le moment. Ils avaient donc un pitch d'utiliser la techno de tracking, de full body tracking qu'ils avaient développé pour imiter le jeu Hole in the Wall, qui est un concept japonais qui a été aussi émission télévisée japonaise de fin de soirée. Et alors en même temps, donc on se lance un petit peu là-dessus. Et donc mon rôle là, c'est vraiment le suivi de projet et le game design, l'implémentation, la conceptualisation. Et l'idée, c'était, c'est le moment donné, on me voit avec moins de cheveux, c'était ce grand moment donné de Guitar Hero, de Rock Band, donc des jeux musicaux. Et donc, c'est en gros comment proposer une sorte de jeu de danse qui va prendre ça là-dessus, comment faire bouger les gens, comment en reprenant un petit peu le vocabulaire, la grammaire de ces jeux-là, donc avec des cotations comme les Bemami, donc tous les jeux de Dance Dance Revolution, etc. Avoir des longues notes, avoir des spéciales, enfin voilà, c'était essayer de transfigurer, de transcoder le vocabulaire des jeux de rythme, une sorte de jeu de danse qu'on faisait avec le corps et faire bouger entre guillemets Il y a quelque chose qui me semble vraiment important dans ça, c'est vraiment cette idée de recherche autour du gameplay. C'est-à-dire que tu as une solution technique et l'idée c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait pour le rendre intéressant au niveau d'une diffusion grand public, quoi. Non, c'est quelque chose qu'on va retrouver au fur et à mesure des autres exemples. Dans le reste, et ce que je fais toujours maintenant dans le cadre de ça. À implémenter dans d'autres domaines. Voilà. Donc après Silhouette. Donc ça c'est un jeu qui est financé. C'est une des premières missions que le studio a, et c'est un jeu qui est financé par une boîte américaine, j'ai complètement oublié le nom, qui voulait faire des bornes d'arcade. Parce que ça, en toute logique, ça ressemble bien à un jeu d'arcade. Il n'y a pas encore de caméra à ce moment-là, donc Kinect n'est pas encore là, il n'est pas encore nommé Kinect, ça s'appelle toujours le projet natal à ce moment-là. Et donc il n'y a pas encore de solution technique pour avoir ça dans les foyers, donc c'est clairement pour quelque chose qui va être...
continuer, on va juste parler de silhouettes et de cette façon de représenter le full body tracking. Là, la solution, c'était vraiment, on populait entre guillemets le corps par un volume. Donc il y avait pas, c'est pour ça que c'est une sorte de blob entre guillemets qu'on incarne. Il n'y a pas encore de squelette. Une représentation volumique. C'était la première version de la technologie. Ce jeu va évoluer. À un moment donné, il y a eu une grande concrétisation avec les set-top box françaises et il y a eu un développement d'un jeu complet, donc avec 16 niveaux musicaux, avec des décors. On est vraiment dans toute l'esthétique de Rock Band et autres, et qui sera développé avec moins de moyens techniques que ce qu'on voyait là, mais qui était fait pour donc sortir sur cette box française, ce qui ne se fera pas. Dans ce genre de compagnie, il y a beaucoup de projets en interne avec des concurrences dans différentes équipes, et ce ne sera pas celui-là qui sera retenu, donc il n'y aura pas eu de gesture control pour la télé en France. À ce moment-là, ça aurait pu. Ce jeu sera commercialisé en bundle avec des caméras 3D fabriquées par Asus, avec la même technologie Kinect, qui viennent d'une boîte qui s'appelle PrimeSense, qui est israélienne, qui est maintenant dans les iPhones. Apple a racheté ça, et c'est toute la partie reconnaissance de visage et de gesture, ça vient de là. Et qui empêche l'anti-spoofing, c'est ça? Voilà, c'est qui permet de ne pas être berné entre guillemets par juste une représentation 2D, parce qu'on a la topologie du visage. Mais voilà, c'est cette technologie-là qui est vendue par Asus à ce moment-là en Chine, et le jeu est en bundle avec. Mais ça, j'ai pas d'image de. Et donc c'est votre jeu qui est utilisé pour promouvoir cette technologie. Donc il n'y a pas d'existence en Europe. Il a une mini-existence en Europe, ce jeu, parce que des années plus tard, quand le studio n'existe plus, il y aura en fait je pense que c'est une boîte israélienne aussi qui s'appelle Extreme Reality, qui vont faire une adaptation en 2D. Donc on a avant tout ce qu'on a pour l'IA générative et tout ce qui permet de faire des inférences en partir de la 2D pour reconnaître des corps. Mais ils avaient fait une première version d'un truc qui permet d'adapter avec des webcams de plus ou moins simuler ça. Et donc il y a une version qui a été vendue sur Steam, downgradée très très fort, dans le sens où tu avais juste les positions de bras qui étaient... c'est ça. C'était de la surface limitée. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il a une mini-existence commerciale. On a cherché avant-hier et on l'a plus retrouvé. Non, depuis 2017. 2017, il a été retiré. Ok, alors la suite après le full body volumique, c'est le squelette. Et donc là, vous allez vraiment proposer des solutions de démo de la technologie qui vont un peu dans tous les sens. Il y en a une chouette, je trouve, qu'on peut passer, c'est pour promouvoir l'apprenti sorcier sur Hollywood Boulevard. Voilà. Peut-être tu peux en dire un mot. Donc ça c'est très clairement. Donc la techno du côté de Softkinetic passe sur comment construire un squelette, reconstruire un squelette et pouvoir traquer donc les mouvements et pouvoir du coup piloter des avatars 3D. Et donc c'est en train de sortir. Et à ce moment-là, ils cherchent donc des opportunités de développer des applications, de développer des jeux. Et un des trucs qui vient, c'est avec une boîte de com pour la sortie de l'apprenti sorcier, de développer en 1 mois et demi, donc c'est très très court, une démo, voilà, et qui devait être donc dans un mall sur Hollywood Boulevard pour permettre aux gens d'essayer un petit peu l'interactivité à partir du corps. C'était donc censé être dans il faut savoir qu'à ce moment-là, les caméras qui existent n'aiment pas la lumière du jour. Et donc quand on arrive là-bas avec le jeu qui est développé pour de l'intérieur, on découvre que ça va être... Quand j'arrive sur Hollywood Boulevard et que je vois que c'est en extérieur, ça a été challenging. Ça marche vachement mieux du coup la nuit. Bref, voilà, ça c'est le monde de la com, c'est faut s'adapter aux conditions. Des timelines très très courtes. Et voilà, on avait essayé de faire des ajouts sur Facebook, de poster des photos de ceux qui avaient été sur place. Et là, on a quelle année à peu près? On est en 2010, 2011, un truc. Ouais. Donc c'est vraiment le boom absolu du motion gaming. Le Kinect existe depuis un moment, la Wii a fait son trou. Tu as le développement je crois que c'est 2009-2010. Tu as le PlayStation Move qui va commencer à sortir, qui prend le train un petit peu a posteriori. Et donc, la technologie du squelette, vous allez essayer de l'expérimenter pour essayer toujours de rajouter du gameplay, trouver des choses à faire à tous ces gens devant leur télé qui s'agitent. Est-ce que tu as 2 exemples ou 3 exemples Voilà, il met justement en Blossom. Donc, il y a eu beaucoup de petites expérimentations techniques. Et à cette époque-là, où on a beaucoup où on essaie de trouver
comment avoir un gameplay spécifique. Ici, c'était une adaptation, on va dire, d'un jeu touch gaming. Donc, on a aussi le boom des téléphones, des smartphones, du multitouch. Et donc là, l'idée, on est toujours avec du full body. Donc l'idée, c'est de pouvoir tendre le bras. Le bras devient, entre guillemets, un pointeur. Et l'idée, c'est avec le trail, de pouvoir entourer les parasites. Il faut enlever les mauves, les pourpres qui sont des amibes qui viennent essayer de manger les petites semences entre guillemets de la plante. Voilà, c'était des petits. Et quel est ton rôle là-dedans ? Comment tu te positionnes au sein du studio ? Toute la partie jusque-là, mon rôle est vraiment lead game designer. Donc c'est vraiment chercher les gameplays. Tu viens avec des idées et tu discutes en collectif. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que je prends de plus en plus de responsabilités dans la production, dans le suivi de production. Donc en gros, comment ça fonctionnait et comment ça fonctionne souvent dans des studios, c'est qu'il va y avoir la partie technique, avec un directeur technique qui va s'occuper, qui est le manager des programmeurs, une partie artistique, partie design, et tu as souvent une partie alors transversale qui va être le producer, qui va s'assurer que la communication passe, qu'on ait la vision entre guillemets initiale du jeu, du projet soit gardée. Il va challenger la partie technique, la partie artistique pour essayer de rester dans les budgets, dans les temps, s'assurer que les choses sortent. Donc mon rôle évolue à ce moment-là. Donc pendant toute cette partie-là, je suis encore très impliqué dans le design, mais c'est pas quelque chose dans lequel je trouvais que j'étais vraiment bon. J'étais meilleur dans ce qui était d'aider les idées des autres à grandir plutôt que les miennes. Une forme d'accompagnement. Voilà. Et je suis devenu pendant cette période-là plutôt producer. Et donc à suivre, on a engagé d'autres designers qui sont venus, qui ont travaillé là-dessus, entre autres sur ce qu'on voit là. Et mon rôle va plutôt être donc à tout moment savoir où est-ce qu'on en est dans chaque projet, suivre, tester. Beaucoup de tests, beaucoup de playtests, beaucoup de QA, beaucoup de présentations. Donc en fait, c'est vraiment l'huile dans les rouages, la communication interne et vérifier et fait un peu le stamp of approval. Ok, voilà, ça c'est chouette, ça marche bien. On peut aller plus loin, oui, c'est ça. Voilà. Et tout ça, c'est toujours sur des moteurs développés maison. On n'est pas encore dans Unity là. Non, tout à fait. Là, tout ça, c'était tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était le moteur qui a été amené par Cyril Wagner, donc un des gars qui a fondé avec nous Soft Kinetic Studio, qui avait dans son temps libre avait créé ce moteur et voilà. Créant la société, on a benchmarké des solutions techniques comme Gamebryo ou d'autres qui venaient de Elder Scrolls par exemple. Et il avait cette solution-là et il a pu la licencier à Soft Kinetic, à la mettre dans un apport dans Soft Kinetic Studio et on a donc nos propres outils, nos propres développements. Donc Soft Kinetic Studio, à un moment donné, quand on est sur ce qu'on vient de voir, tu pourras remettre la vidéo d'ailleurs si tu veux, qu'on en discute. On est monté jusqu'à une vingtaine de personnes, autant des programmeurs autant, que d'artistes, où on doit développer au niveau technique et l'engine et les solutions, et ça. Ça, on est déjà plus loin. Oui. Si tu peux remettre juste 2 secondes Megazilla. Megazilla, la précédente, pour qu'on puisse la commenter. Je vais donner un petit peu... Par rapport aux expérimentations que tu disais, ben voilà, là on était très clairement dans un pitch de jeu qu'on voulait essayer de trouver un éditeur. On est toujours avec une mission là où on peut travailler sur n'importe quelle technologie. Et c'était comment est-ce qu'on solutionne le déplacement on te voit dans la vidéo. Voilà. Parce que jusqu'à présent, c'était pas mal de choses que Kinect faisait. On était statique, on avait un mouvement 1-1 de son corps reproduit à l'écran, mais tu n'avais pas vraiment de truc où tu pouvais te déplacer et avoir toute une partie de l'exploration qui est un truc fondamental dans le jeu, dans le plaisir vidéoludique. Ouais. Et donc là, c'était un jeu avec gameplay asymétrique où un joueur pouvait incarner un monstre, une sorte de Godzilla, on va dire ça comme ça. Et tout le déplacement était, avec les bras, comme on suivait, on pouvait accrocher le sol et pouvoir se déplacer, se tourner, avancer. Et le asymétrique, pourquoi ? Parce que d'autres joueurs pouvaient jouer les rescue rangers, on va dire ça comme ça, qui étaient en jetpack. Donc là, c'est une autre façon de se déplacer. J'avance, je me pense avant, j'ai un boost, je freine, je tourne. Et là, on devait, pendant que l'un des joueurs était en train de détruire la ville, on devait essayer d'aller sauver les civils. Et ça, c'était un test de rendu, justement,
Ça me fait penser au carton box de la Switch où aussi ils ont un jeu de destruction. Voilà, c'est très dans l'esprit petit jeu de Nintendo par exemple. Ouais, c'était vraiment l'idée là d'un truc fun qui va vite et qui permet en même temps de. Ok, donc après le skeleton full body, comme on a pu le voir jusque maintenant, on a eu un aperçu de ce qui suit, c'est-à-dire en fait une précision de plus en plus grande dans la détection du squelette et des mouvements. Et donc on arrive à une closed caption, on pourrait appeler ça comme ça. C'est ce qu'on appelle la close interaction. Close interaction. Donc, en gros, là, ce qui se passe au sein de SoftKinetic, c'est que il y a un rapprochement qui va se faire avec une autre start-up belge qui concevait des senseurs et des caméras 3D. Donc il va y avoir un rapprochement, une fusion. Donc ça va devenir une société SoftKinetic qui a de l'applicatif à travers SoftKinetic Studio, le middleware et du coup aussi l'hardware, le capteur. Ouais. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la time of flight. On va pas rentrer dans les principes techniques, mais en gros, on émet une lumière infrarouge invisible à l'œil nu sur la scène et on sait mesurer le déphasage de cette lumière. Et donc, on sait pour chaque pixel dire quelle est la distance. Ouais. Et en fait, la technique s'améliorant, on voit des prototypes de caméras. Ça, on est capable de pouvoir vraiment discriminer les doigts et suivre les doigts d'une main. Et il y a un rapprochement qui est fait avec Intel pour un programme de ce qu'ils appellent le perceptual computing. Et on va travailler avec eux pour développer une caméra qui a la taille d'une webcam qui permet d'avoir une interaction avec son ordinateur de type pointeur, de type souris. Et la mission, à ce moment-là, il va y avoir des décisions, des changements de politique interne. Le studio va plutôt du coup va fabriquer uniquement des expériences pour la technologie interne, pour nos propres caméras. Et on crée, entre guillemets, des expériences pour essayer de comprendre le vocabulaire de cette close interaction. Donc, entre autres, ici, ce qu'on vient de voir là, c'est un mini-jeu de puzzle où une grande partie du travail qui a été fait, c'est de réussir à comment est-ce on donne les visual cues, la user experience pour comprendre que je prends quelque chose, je le déplace en profondeur, je le ramène, je prends comme ça, je pince comme ça. Voilà, c'est tout un vocabulaire de comment est-ce qu'on va interagir. Et finalement, vous allez devenir des évangélisateurs de votre technologie, alors que pendant très longtemps, vous aviez utilisé, on va dire, le matériel existant sur lequel vous greffiez votre software. Voilà, un exemple ici avec ce qui est montré, c'est on sait faire du tracking de tête avec ce genre de caméra. Ouais. Là, on a montré, on sait modifier le parallaxe du jeu par rapport à son point de vue pour lui donner de corriger et de donner une plus grande profondeur. Voilà. Et vraiment, à partir de ce moment-là, on ne travaille plus pour des clients externes potentiels ou faire des choses. On est vraiment en train de développer uniquement de l'interne pour tout ça. Ce que je trouve assez fascinant dans ton explication, c'est qu'en fait, il y a presque un développement de jeux vidéo souterrains qui existent en Belgique, des jeux que personne n'a jamais vus et qui ont existé uniquement dans le but d'illustrer des technologies. Tu as eu beaucoup de... C'est clair que tu ne les as pas vus en Belgique la plupart du temps, tu les as beaucoup vus, on a beaucoup été à la GDC, donc la Game Developer Conference à San Francisco, parce que c'était là que tu pouvais rencontrer d'autres studios qui pouvaient être intéressés de se dire tiens, on va lancer quelque chose ou pas. Donc on a beaucoup montré ça à d'autres développeur. C'est ça, pour les convaincre d'utiliser la technologie. Okay. Voilà. Et en Close Interaction, on a beaucoup travaillé avec un studio canadien qui s'appelait Fuel pour des... Il y a tout un délire aux États-Unis avec les puppets et avec le fait de pouvoir créer des petits films avec des marionnettes. Des marionnettes pour pouvoir critiquer la politique, etc. Et on avait fait tout un jeu, je n'ai pas d'image parce qu'il appartient du coup à cette société-là, où on pouvait mimer avec les mouvements des mains, on pouvait avoir les socks puppets, où on pouvait se parler, enregistrer, publier ça sur YouTube, etc. Oui, tu as plein de petits jeux en Belgique, et à mon avis ce sera pareil quand tu auras l'occasion d'avoir peut-être Bruno Urbain et Fishing Cactus, plein de petites expériences, etc., qui n'ont pas une grande portée, mais qui sont du développement de jeux vidéo. Et ce qu'on voit aussi, c'est que vous essayez d'utiliser toutes les parties du corps. Donc on a eu la tête avec le head tracking, on a eu les doigts, on a eu la main, qu'on va voir avec HoloBlade.
L'idée, c'est vraiment de rendre, selon le slogan de Soft Kinetic, l'outil d'interaction, c'est vous, quoi. Ouais, c'est ça. Ici, quand on arrive, donc là on est vers 2012-2013, ce qui se passe, Soft Kinetic reste une start-up, ouais. Donc il y a des moyens limités, des financements limités, et à un moment donné, les investisseurs de l'époque choisissent de recentrer beaucoup plus fort les moyens sur la technique, les caméras, etc. Et le studio, entre guillemets, est fermé, donc on était plus ou moins une vingtaine de personnes, on va repasser à 5-6 et être fusionné à l'intérieur de Soft Kinetic à Bruxelles, dans ce qu'on appelle la démo team à l'époque. Et là, on va commencer à retravailler. C'est une époque où on continue d'expérimenter, on continue à produire plus des démos qui vont permettre au business développement, au marketing, de montrer qu'est-ce qui peut être fait avec la techno. On n'est vraiment plus du tout dans... On va créer des applications à un moment donné qui pourraient être end consumer, on est vraiment dans, on va illustrer. Et là, on a une typologie de beat'em all où on va devoir donner des coups de slash. On sent la VR qui pointe le bout du nez aussi. Ça bouge sans les manettes, mais ça ressemble à du Beat Saber. Voilà, ça viendra un petit peu après. Oui. Oui. Là, on a vraiment les derniers petits essais d'interaction à ce moment-là et de création d'outils, de création d'outils promotionnel pour expliquer comment ça peut fonctionner. Parce qu'à l'époque, on travaille aussi sur... donc Soft Kinetic en général produit pour licencie le full body tracking à Sony PlayStation. C'est ça. Donc en fait, avec la sortie de la PS4, il y a une caméra stéréoscopique, donc une autre forme de caméra 3D. On la voit dans le décor là derrière. Donc qui reproduit entre guillemets une depth, une map de profondeur à partir de la stéréoscopie. Et on a fait un portage technique de notre techno vers la PS4. Et là, il y a des jeux très connus commerciaux qui vont utiliser cette techno. Entre autres, Just Dance, le premier qui est celui de 2014. J'ai eu l'occasion d'aller du coup à Bucarest, chez Ubisoft Roumanie, qui développait la partie entre guillemets reconnaissance de mouvement de Just Dance pour aller aider justement faire partager mon expérience de qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien pour que les algos fonctionnent et donnent des trucs sympathiques. C'est ça. Et donc là, tous ces jeux-là qu'on voit là, c'est où on monte des petits blocs pour expliquer voilà comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que ça peut être, etc. C'est ça. Et au-delà de ce licensing, cette mise à disposition de votre savoir-faire à Sony pour la caméra, il va y avoir un rapprochement qui va se faire de plus en plus fort du fait de difficultés financières. Il va être limité à ce moment-là. Là, on va être donc on va avoir cette collaboration et on va continuer à travailler avec ça, avec la partie PlayStation. Oui. On va, nous, beaucoup travailler là, sur tout ce qui va être réalité virtuelle. Parce qu'ayant développé cette caméra qui est beaucoup plus petite et qui suit les mains, on a le début de l'Oculus qui est en train de poindre à ce moment-là. Il y a une vidéo, c'est Rich World 2014 VR. Ouais, tu peux mettre Rich World. Lancer. Et alors là, donc, c'est tout essayer de trouver, encore une fois, le vocabulaire de comment est-ce que... Voilà, on a de la VR, on a un pad en main, on ne sait pas comment est-ce qu'on interagit vraiment avec le monde autour. Virtuel. Et alors du coup, on a développé une sorte de petit jeu mixte, on va dire ça comme ça, plein de petits puzzles environnementaux dans lesquels on interagissait avec la main. Donc c'est une sorte de transcription, encore une fois, du touch gaming, de comment est-ce qu'on mélange tout, comment est-ce qu'on donne quelque chose d'intéressant. Et surtout, où tu portes juste ton casque et tu interagis directement de façon naturelle avec ta main. Et ça, je me souviens très nettement que tu étais venu présenter ça au Liège Game Lab à l'époque, parce que c'était donc le début des casques virtuels grand public, 2015. Oculus commençait à vendre des modèles tout à fait accessibles, mais il n'y avait pas encore de reconnaissance de la main en tant que telle, ce qui maintenant est tout à fait commun dans MetaQuest, des choses comme ça. À l'époque, c'était vous qui aviez bricolé un casque. On a peut-être une image dans la vidéo suivante, je crois qu'on le voit. Mais on est clairement en 2015, on est en 2015, donc on est bien avant. On voit que ce sont des Oculus DK2, donc ce sont toujours les development kits, c'est avant la version commerciale. Et c'est clairement, il y a un marché qui va démarrer. Qui devrait.
qui démarre toujours. C'est ça, qui est toujours en démarrage. Qui est toujours en démarrage. Et on participe à défricher. Et là, ici, l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut faire aussi du multi. Et ici, on avait l'idée de on concevait une forteresse, entre guillemets, avec de façon naturelle. Et puis, on pouvait prendre place à la baliste et essayer de détruire le château de l'adversaire. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y avait aussi la dimension réseau. Il y avait l'idée qu'on pouvait se retrouver dans un monde virtuel à plusieurs, en interagissant de manière naturelle. Voilà. Au même moment, c'est toujours très vidéoludique, mais en même temps, j'avais développé un visualisateur de mesh. Donc, donc l'idée, c'était simplement que de façon partagée, on pouvait avoir un objet 3D, pointer du doigt, faire une réunion entre guillemets autour de design et de pouvoir en discuter, etc. J'avais fait ce genre de choses. Ce que nous vend Apple avec le spatial computing. Voilà, c'est un peu toute l'AR, enfin ce qu'on met derrière le label XR, donc AR, VR. Voilà, on a beaucoup chipoté, travaillé, miniaturisé nos caméras qui allaient petit à petit vers le téléphone. Pour les casques, pour pouvoir justement trouver cette façon d'interagir avec les choses, avec leur VR. Et là, par exemple, c'est un des derniers exemples qui est vraiment orienté jeu vidéo, on va dire. Bon, le temps se faisant, donc, Softinetic se fait à un moment donné, comme toute start-up, à un moment donné, les finances qui n'arrivent pas à... Qui se bat contre des plus grands, on va dire, mastodontes qui ont d'autres moyens. À un moment donné, on a clairement, il faut qu'on soit acquis, sinon ça va disparaître. Donc on cherche. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est pendant il y a des discussions pour continuer l'activité, on a un rapprochement avec Sony qui s'est souvenu de quelques années avant de comment ça allait fonctionner, ça se passe. Et il se fait qu'il y a un bon fit à ce moment-là, puisqu'ils sont en train de chercher d'autres technologies, ils sont en plein boom de tout ce qui est le capteur RGB couleur, et il faut aussi prévoir l'avenir, et donc ils sont intéressés par la full stack, donc toute la solution technique que Softinetic propose, du senseur, du hardware, du savoir-faire des drivers, des middleware et de l'applicatif. Et donc en 2015, on rentre dans la famille Sony, et pour devenir Sony Depth Sensing Solution, qui est vraiment maintenant un centre de R&D pour tout ce qui est perception de la profondeur et la mesure, entre guillemets, au niveau de capteurs, que ce soit des lidars, etc. Et la partie la démo team, entre guillemets, va vraiment devenir des démos, mais en tout genre. Parce que cette technologie-là va aller autant vers de l'automotive, donc la voiture, pour piloter les systèmes d'infotainment, etc., que dans l'industriel, que dans les téléphones. Et là, l'opportunité qu'il y aura, j'ai pas d'image, mais on va entre autres, je vais travailler sur coller nos caméras sur des téléphones et faire des petits gameplays de jeux pour montrer qui arrivera maintenant dans tous les téléphones. Ouais, ce qui me paraît important dans la démarche de Sony, c'est le fait qu'ils étaient très forts au niveau RGB. D'ailleurs, c'est des lentilles Sony qu'on retrouve, des capteurs Sony qu'on retrouve dans les iPhones, des choses comme ça. C'est dans beaucoup de téléphones. Ouais, dans beaucoup de téléphones. Et qu'ils ont vu à long terme en se disant il nous faut quelque chose qui permettrait, si le marché évolue et vise la profondeur, ils sont allés chercher les compétences chez vous. Et alors, à partir de là, il y a un changement de philosophie finalement de votre côté, c'est-à-dire que vous n'êtes plus focalisé sur le développement applicatif en vue d'un marché spécifique, vous devenez presque une gamme de services en essayant de convaincre à partir de différents démos toutes les composantes internes de Sony qui pourraient se nourrir de vos propres expérimentations. Voilà. Alors, Sony, c'est une grande créature, on va dire ça comme ça, qui est protéiforme. On a Sony PlayStation d'un côté, on va avoir Sony Pictures, Sony Music. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle Sony Semiconductor. Donc, il y a vraiment la partie qui s'occupe des senseurs très hardware, qui est très décorrélée des autres. Et donc, on va ça va être surtout cette partie-là qu'on va aider. Et alors, le X-Lab, donc la démo team qui s'est renommé X-Lab, va, avec les technologies du jeu vidéo, créer des expériences pour les autres champs, entre guillemets, de la captation 3D, donc dans les voitures, etc. Et on va avoir une petite reconnaissance qui va arriver en interne chez Sony Semiconductor, où ils vont se dire, tiens,
On a entre autres fait modifié une voiture pour mettre nos caméras à l'intérieur, refait complètement le dashboard, et le petit jeu qu'on voyait avec la voiture, c'était une petite expérience qu'on avait mis à l'arrière, dans le backseat, pour que les enfants puissent jouer de façon naturelle, juste en regardant l'écran, avec juste une main, sans avoir de manette, etc. Okay. Donc c'était un déplacement gauche-droite. Ouais, c'est de l'occupationnel. C'est l'occupationnel qu'on avait. Et maintenant, ce que tu dis, qu'on est devenu quelque chose qui démontre un petit peu des technologies propres à Sony, ça vient de là, d'avoir montré plusieurs fois un savoir-faire dans l'intégration, la qualité d'intégration de cette démo, qu'ils ont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait utiliser vos systèmes, donc ici entre autres le véhicule qu'on modifie chaque année, pour montrer d'autres sensors, etc. Et d'avoir une sorte de portfolio roulant pour ce côté-là. On peut peut-être montrer les deux vidéos qui montrent un peu la diversité de l'intégration de ces capteurs. Il y en a une avec l'intégration à un téléphone pour un jeu en réalité augmentée, et le premier c'est le Fujin Project, on vient de le voir. Ouais, c'est ça. Donc peut-être la vidéo. Donc là, ce qu'on voit là, donc ça c'est un peu plus récent. On a déjà travaillé plusieurs fois sur de l'automotive. On a l'occasion de retravailler du côté mobile pour ce qu'on appelle le SLAM. Ton micro, pour ce qu'on appelle le SLAM. Donc le SLAM, c'est la capacité c'est une librairie à middleware technique qui permet aux appareils de se repérer dans l'espace et de savoir où ils sont dans une pièce. Donc c'est exactement ce que le MetaQuest 2 va utiliser, pour ne plus avoir des trackers, des caméras qui suivent le casque ou qui suivent le téléphone, mais pouvoir se repérer de lui-même. Et alors en fait, on a ici créé un petit jeu qui devait challenger ce genre de librairie, et qui permettait aussi de benchmarker les solutions Google, les solutions Apple, les autres. Donc celles qui sont 100% basées sur de l'RGB ou qui utilisent des capteurs de profondeur. Chez Apple, c'est un LiDAR. Chez les autres téléphones Android qui maintenant ont nos senseurs dedans, du coup, et qui n'utilisaient pas les API de Google, ne permettaient pas d'utiliser ces senseurs-là pour ça. Du coup, on a développé cette petite librairie là pour montrer les potentiels. Que c'était intéressant. Le système est là et c'est pas utilisé. Oui. Et alors là, c'est un petit jeu de chasse de fantômes qu'on a mis en place. Donc, comme d'habitude, je dis jeu, mais c'est plus des expériences. C'est-à-dire, il y a un seul niveau qui est l'intégralité que vous voyez est là. Et donc, l'idée, c'était de faire des mouvements rapides, quelque chose qui va être justement, qui va mettre sous stress ce genre de techno. Et on utilise le meshing de l'environnement, donc le fait de pouvoir ici tirer le rayon laser qui va créer un sillon noir sur l'environnement, ancrer les objets dans le monde de façon à ce qu'on puisse tourner autour, attraper le fantôme, essayer de le passer. Voilà, c'est toutes des petites expérimentations. C'est ça qui est intéressant aussi dans ton job finalement, c'est que tu mêles des choses qui doivent parler très largement au grand public, donc tu vas rechercher en culture pop Ghostbusters, mais tu le rends illustratif d'une démo technique très riche. Et ça fonctionne parce qu'on a une équipe, on est 5, on vient tous, il y en a un qui vient de chez Larian, l'époque Divinity Ego Draconis, 2 autres qui viennent de Sofinity, un qui vient de Sofinity Studio, un autre qui vient d'Elsevier avec moi. Donc on est des anciens, entre guillemets, qui sommes passés par l'industrie du jeu vidéo. Et qui avaient une culture vidéoludique. Et qui a cette culture-là qui vient avec... Et puis voilà, donc je me suis éloigné, entre guillemets, du jeu vidéo. Je ne travaille plus actuellement, je ne peux plus me dire que je travaille dans du jeu vidéo depuis 2017-2018. Ça me manque de temps en temps de se dire, tiens, de retravailler sur ce genre de choses, d'où le fait qu'on essaie de les ramener quand même. Mais le truc qui fait qu'on reste et qu'on va là-dedans, c'est les gens. C'est le fait c'est une équipe qui a cette mentalité JV, qui a cette façon de travailler, qui certes les met au service d'autres choses, mais on garde cette agilité, cette fait d'essayer de challenger, comment rendre les choses fun, comment essayer de les expliciter, de créer une expérience utilisateur la plus simple possible pour véhiculer une compréhension, toute cette partie recherche.
Oui, merci. J'ai trouvé ça assez fascinant, cette évolution de ta carrière. Je te propose qu'on prenne quelques questions du chat parce que j'en ai vu. Donc, il y a pléthore. Pléthore, je ne sais pas, mais il y en a. Donc, une des premières questions, c'est est-ce que vous avez fait des jeux Flash finalement? Parce qu'on a évoqué le fait donc, que... au tout début, c'était développé en Flash, mais c'était une mauvaise utilisation du Flash. C'est-à-dire que c'était un jeu de gestion, donc c'était des plans fixes et autres, alors que tout l'intérêt du Flash à l'époque, c'était plutôt de pouvoir avoir sur Internet, dans son browser, un gameplay plutôt action qui réagit. Donc on ne les a pas, ils ne sont pas sortis. Il y a eu plusieurs petits jeux. Il y a un jeu de Sudoku en ligne qui avait été au début. On fera une séance spécifique sur les jeux Flash avec des gens qui ont travaillé beaucoup là-dessus et qui sont même dans le public. Voilà. Donc il me semble que là, il y a vraiment tout un pan, du jeu vidéo, même en Belgique, qui tourne autour de la production de jeux Flash. Et je trouvais ça intéressant de pointer le fait que tu a commené dans ce bouillonnement-là qui était parce que c'était le plus accessible. C'était une porte d'entrée, il n'y avait pas encore tout ce qui était l'indie, il n'y avait pas la facilité de publier, de s'auto-publier, enfin facilité, qui a eu facilité de s'auto-publier sur Steam et autres, parce que maintenant c'est différent. Oui, maintenant tu peux te publier mais personne ne te voit. Voilà, c'est autre chose. Mais oui, donc c'était un moyen simple, avec peu de moyens, d'amener une interactivité qui pouvait être mise au contact des gens. Quelqu'un demande s'il y a eu des walking sim avec le mouvement. Oui. Il y a eu donc au tout début du développement du Skeleton et qu'on fait tous les travaux de comment piloter, mapper les mouvements de le corps humain sur un avatar 3D. Une des expériences qu'on faisait était dans un Londres de type de l'époque Jacques l'Éventreur où on déambulait. Oui. Comme ça dans des lieux, plus on s'approchait de l'écran, plus le personnage marchait vite, on pouvait juste socialement faire des signes à des gens. C'était des premières étapes, des premières ébauches. Le plan était in fine de ne pas aller du tout vers un walking sim, mais d'aller plutôt vers un jeu une sorte de TPS où tu pourrais crouch, donc te cacher, te relever, viser, un peu plus de mettre un Gears of War, mais plutôt un Time Crisis, toujours le côté arcade où tu as quelque chose qui allait défiler, qui allait avancer, parce qu'on n'avait toujours pas de solutionner le mouvement. Mais là, c'était un rail shooter entre guillemets dans lequel tu te cachais, tu te remettais, tu visais et que tu. Donc voilà, il n'y a pas vraiment eu de walking sim, mais il y a eu des tentatives, des petites approches. Une autre question qui concerne plutôt l'accessibilité. Est-ce que ces jeux étaient potentiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite? C'est-à-dire que est-ce qu'il y avait une réflexion, ça devient une réflexion un peu méta, c'est-à-dire rendre accessible des jeux qui demandent la mobilisation du corps à des gens qui n'ont pas la facilité de mobiliser leur corps. Selon, entre guillemets, les types d'handicap, la possibilité, elle y était. Globalement, comme il y avait tout un apprentissage d'un nouveau vocabulaire de design, tous les jeux devaient prendre en compte le fait qu'on n'a pas l'habitude d'interagir avec son corps. C'est ça. Et si on met des choses qui doivent être trop précises, qui doivent être trop exigeantes en niveau de timing, etc., on voyait lors des tests que ça posait problème à des personnes. Tout le monde n'est pas tout le temps, n'a pas une bonne psychomotricité fine, n'a pas une spatialisation. Donc, il n'y avait pas une réflexion spécifique à l'accessibilité de personnes en situation de handicap, mais il y avait tout l'onboarding, comment essayer de facilement, pas éduquer, mais que quelqu'un naturellement puisse interagir sans se poser de questions, sans mettre trop de texte, comment faire. C'est ça qui est fascinant au moment où une technologie est en pleine découverte et appropriation, je veux dire, c'est que l'espace des possibles est très très large et donc tu peux explorer un peu tout en essayant de tenir compte des difficultés propres à chacun et chacune. J'ai une carrière et des studios dans lesquels j'ai été, après la partie Totems, qui ont été très résolument orientés R&D et défrichage de nouveaux espaces qui n'ont ou pas abouti après commercialement. On sait que le motion gaming, entre guillemets, pour le moment, ça a été une sorte de dead end, c'était à un moment donné qui s'est passé. Il se retrouve peut-être partiellement dans l'AVR, etc. ou dans d'autres choses. Est une sorte de bulle. Voilà, donc il y a des cycles.
Mais c'est très clair que ça a été beaucoup... peu de choses sont arrivées commercialement dans les mains du grand public. Ça, c'est clair. Il y a eu des serious gaming, des trucs comme ça, mais donc pour des professionnels, entre autres. On avait fait une application qui permettait, autant de Softinetic Studio, pour analyser les swings des golfeurs, qui utilisait notre engine, qui utilisait le middleware de Softinetic. Ben voilà, c'était le genre de serious gaming. On a gamifié, entre guillemets, donc c'est feedback, là, c'est retour. On parlait de dead end, enfin de cul-de-sac finalement du motion gaming. Quelqu'un demande qu'est-ce qui a mené, selon toi, à la quasi-disparition, ou en tout cas à l'affaissement très très grand de l'engouement qu'il y avait pour le motion gaming. C'est que ce soit le motion gaming, que ce soit les jeux de rythme, que ce soit... ce sont des jeux qui sont très gimmicky, qui vont fonctionner. C'est un gimmick qui est très typé. Ça va être des modes. Ça fonctionne vraiment par mode, où tu vas vraiment avoir tout le monde qui va vouloir se jeter dessus comme une sorte d'Eldorado, Blue Ocean. Ouais. Mais quand il y a trop d'une même chose, il y a une lassitude qui pointe. Comme tu as eu l'usage à outrance du métavers qui disparaît. Tu vas les IA. Il y a tout ce qui est. On a eu la blockchain il y a 2 ans, tout le monde en voulait, personne n'en a appris. À mon sens, ça n'applique. Ce n'est que moi qui pense ça. La technique, la technologie, l'industrie de la technologie fonctionne vraiment avec des marottes. Il y a un truc, il y a un push vraiment vers quelque chose. On va à fond, on va très loin, on pousse jusqu'à un certain point. Il y a une surabondance, on est lassé, on passe à d'autres choses. Et ce qui a été appris dans ce trajet-là est réutilisé plus tard, après, dans d'autres choses, etc. Il y a des choses qui vivent, qui meurent. Pour moi, ça peut revenir, ça peut disparaître, ça va dépendre de... Et on peut dire aussi que ça n'a pas complètement disparu, parce que mon fils joue à Mario Party, et il y a du motion gaming dans Mario Party, etc. Donc, c'est devenu un ingrédient parmi tant d'autres dans la toolbox des designers pour des expériences plus grandes qui ont plusieurs gameplays à l'intérieur. Il y a moins de choses qui sont 100%. C'est un peu un fantasme post-68 art, tout faire avec le corps, tout faire en VR, une sorte de totalité de monde alternatif dans lequel on se plonge. Je pense que c'est plutôt des ingrédients qui se saupoudrent et qui créent des expériences. Une dernière question qui est un peu une réflexion subsidiaire. Curieusement, je lis: les technologies de motion capture reviennent dernièrement en force dans les applications non ludiques, avec le casque Apple par exemple. Y a-t-il eu des développements significatifs depuis l'échec des Google Lens? C'était pas la même techno, C'est pas du tout la même techno, non. Mais ici, pour la motion capture, il y a eu beaucoup d'utilisation de la motion capture et de tout ce que... le fait qu'il y ait eu une abondance de caméras Kinect sur le marché. Il y a eu beaucoup de petits studios, aussi de... Comment ça s'appelle ça donc ça a été utilisé beaucoup pour faire de la mini motion capture pour des animateurs, pour recueillir des données, pour des labos d'affordance, des labos comment ça s'appelle ça donc, d'ergonomie, etc. On utilisait ce genre de choses pour avoir des datas. Et toutes ces caméras et toute cette techno a été beaucoup utilisée pour faire vraiment de la motion capture bon marché, facilement accessible, qui n'avait pas besoin de se retrouver devant un studio avec des marqueurs et ce genre de choses. C'est ça. Je ne sais pas si c'est vers là où ils voulaient aller. Je n'avais pas plus de détails sur... mais je me dis que c'est une bonne manière peut-être de terminer en disant que finalement... on a une étape de la généralisation de ces capteurs. On en parle toujours comme quelque chose d'un peu moderne, etc. Mais on voit aussi que on l'oublie de plus en plus, alors que c'est de plus en plus présent. C'est-à-dire que l'effet de nouveauté est en train de passer et ça commence à s'intégrer partout. On va faire un truc, pour terminer, on peut faire un truc amusant. C'est dans mon mémoire, j'amenais le jeu vidéo comme un système. Là, je parlais des multis-écrans et je disais que le jeu vidéo pouvait servir de système d'apprentissage du langage des écrans et de l'interaction, etc. pour tout le monde. Et in fine, la gamification et donc le code vidéoludique, c'est maintenant dans toutes les applications que l'on a. Pareil, tout ce système, entre guillemets, tout le jeu vidéo percole
Oui. Pour eux, vit dans la vie de tous les jours et sert à le système d'apprentissage. Tout à fait. Dans le serious game, en termes d'apprentissage, a été un gros enjeu. Ou même la gamification de toutes tes applications sur téléphone, ou même d'applications bancaires, ou de choses comme ça, ou d'interaction avec des systèmes de unlocking de portes, etc., où tu as plein de codes qui viennent, qui ont été éprouvés dans le jeu vidéo. Du jeu vidéo. Ouais. Et qui rentrent dans notre société au jour le jour. Ouais. Je te remercie vivement pour cette ouverture et pour ton parcours que je trouvais particulièrement pertinent pour ouvrir cette première séance du séminaire. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt. Le prochain invité, on a retrouvé Maître Sega. Et donc, je pense que c'est important de voir quelle a été sa trajectoire dans le milieu du jeu vidéo depuis Maître Sega. On se retrouve le 11 mars. Oui, le 11 mars, je vérifiais parce que là, il me manque les petites fiches. Le 11 mars à la même heure, sur la même chaîne. Si vous voulez venir assister, vous n'hésitez pas à vous inscrire sur le site web du Liège Game Lab. Je voudrais te remercier, toi, Geoffrey, pour ta disponibilité, pour avoir accepté d'essuyer les plâtres avec nous. On met en place une partie du décor. Oui, tout à fait. Jouer le jeu jusqu'au bout. Remercier la production, Elena, Anissé, Alexis, la technique, Thomas, Yves, Fred, Clément, Chapnan et Anna-Maria. Et puis remercier le conseil sectoriel de l'université d'avoir accepté de financer ce projet un peu original. Merci à toutes et à tous et merci à Pierre pour la musique. À la prochaine fois. On est vivant. Bon, super.